Oh, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau guide d'après-séance en ce mois de décembre. Et comme vous le savez, on est en train de sévèrement se geler les couilles sous la pluie. Donc il fallait un homme pour réchauffer nos cœurs et nos corps meurtris. Et j'appelle à la barre, à la réalisation du film, Monsieur Michael Bay. Oh, l'homme qui fait tout péter, même des feuilles mortes, il les fait exploser. Et le voilà à la réalisation d'un film Netflix qui s'appelle Six Underground avec un budget de 150 millions de dollars. Donc en gros, il va y avoir des explosions. Monsieur, il va faire péter un tas de bagnoles, vous n'imaginez même pas. En plus de ça, comme il est plutôt pote avec l'armée américaine, il a eu le droit à quelques gadgets, des tenues et ce genre de conneries, c'est assez stylé. Mais je vous avoue que quand j'ai vu le casting, le réalisateur, le budget et les deux scénaristes qui sont Paul Wernick et Ray Trees, je me suis dit, ok, là, c'est le film d'action de cette fin d'année. Très clairement, à côté Star Wars, ça sera une pâle figure. Et en plus, c'est un film Netflix. Eh ben non, c'est un mauvais film. Alors quand je dis mauvais, c'est pas une daube monumentale, mais le scénario c'est du déjà vu, l'action est plus ou moins du déjà vu parce qu'il y en a qui comparent ce film à Fast and Furious et c'est vrai qu'il y a pas mal de courses-poursuites et même au niveau du scénario on a l'impression d'être dans un Fast and Furious. À tout moment on imaginait voir Vin Diesel débouler, c'est sans rire, mais c'est vrai que le film est quand même extrêmement moyen. On va pas se le cacher, on pouvait largement avoir mieux que ça. Et deux scénaristes, et pas des scénaristes Joel Clodo, quoi. Des vrais scénaristes qui ont travaillé sur des gros films. Et pourtant, ils nous ont pondu ce scénario à la mort moelle-neu. Et pour éviter de rentrer dans le spoil dans cette première partie, disons que ce film, c'est un milliardaire américain qui décide de se trouver une conscience et qui veut sauver les autres. Un Américain qui va sauver un peuple étranger, qui porte des voiles, ce genre de choses. Voilà, voilà. Ouais, un homme qui va monter sa propre équipe à la Justice League. Voilà. C'est un peu dommage parce que on a du potentiel dans tout le film, mais on a énormément de défauts, que ce soit scénaristique ou au niveau de la réalisation. Parce que j'aime Michael Bay, j'adore son travail en général, mais il faut reconnaître que quand il décide de faire de l'action, ça va vite, ça speed. Et du coup, là, on va avoir énormément de cuts. Alors, on peut suivre l'action, mais il arrive que par moment, on est en mode épileptique. Et en plus, la caméra tremble énormément parce qu'il aime bien avoir des gens qui tiennent la caméra et pas que ça soit sur des rails, etc. Donc, ce qui fait que des fois, tu es en mode et c'est pas super agréable à regarder, surtout quand ça cut beaucoup. Et en plus, le désavantage de cutter énormément, c'est que les scènes sont tournées en plusieurs parties en général. Ce qui fait que au montage, il faut vérifier toutes les petites erreurs, les petites incohérences. Par exemple, tu as un mec qui a une casquette et dans l'autre scène, elle l'a pas. Et bien, il y en a dans tout le film. Je vous jure, c'est une purge à regarder. Et en fait, chaque détail va vous sortir du film. Il y a une scène, dès les premières minutes, je vais pas vous la spoil dans le sens vous raconter le contexte, mais en fait, il va y avoir une femme qui va avoir une giclée de sang sur le visage et on voit que le sang lui tombe ici, au niveau de l'œil. Et quelques secondes après, on voit un autre plan qui montre la femme de côté et on arrive à apercevoir son visage. Elle n'a pas une seule goutte de sang. Rien. Son visage est intact. Elle est limite plus maquillée que sur la première scène. Quelques secondes plus tard, on revient en gros plan sur elle et là, au lieu d'avoir une tache de sang sur son œil, elle a du sang sur la bouche. Bon, jusque-là, tu te dis... Bon, trois plans qui sont totalement différents, alors que pourtant c'est la même scène à quelques secondes d'intervalle. Puis après, une autre scène qui arrive quelques secondes après, où on voit à nouveau cette femme, mais qui n'a plus de sang sur la bouche, qui n'a plus rien, elle est toute propre, mais qui a une trace de sang au niveau de l'œil. Mais elle s'est essuyée. 4 scènes, 4 fois la même femme, quelques secondes d'intervalle, et pourtant, il y a 4 incohérences sur la même scène. C'est quand même incroyable. Et
c'est des détails, vous me direz, et certains ne verront pas ce genre de détails, même si bon là c'est un gros plan, quand même il faut être aveugle pour le louper. Oui, ça cut beaucoup, mais ce genre de détail a son importance pour éviter que nous, en tant que spectateurs, on sorte du film. Et là, moi, je suis sorti, mais à chaque instant, et il y en a beaucoup, hein. Croyez-moi que vous pouvez voir, au bout de 2 heures, vous allez constater qu'il y a plein d'incohérences. La pire pour moi, c'est quand même un mec qui est en train de s'échapper en courant sur une grue en mode ninja. Le mec il court, il speed alors qu'il est au bord du vide, il peut tomber à tout moment. Non, le mec il court normal, sans problème. Et il est poursuivi par des malfrats qui, eux, ce sont pas des ninjas et ils se chient dessus. Donc ils avancent en mode on s'accroche bien au bas, on prend notre temps, en mode tortue quoi. Et on voit le mec donc descendre en premier forcément de la grue, tranquille. Et tu te dis qu'au vu de la vitesse et au vu des deux scènes, bah, il a au moins plusieurs minutes d'avance. Ah non, non, je vous rassure, les mecs, ils sont déjà en bas, quasiment en même temps que lui. Ça fonctionne pas. Et ça, c'est problématique. Et je sais que, en tant que réalisateur, il ne gère pas forcément le montage, mais normalement, c'est à lui quand même de vérifier si tout concorde bien. Il arrive que des détails sautent à l'œil, mais là, c'est des gros détails, tu vois que ça. Et je sais qu'il doit manquer certaines scènes, qu'il a dû faire quelques coupages, qu'il a dû en choisir. Donc par exemple, sur la scène de la grue, en fait, il y a une scène qui montrait qu'on voyait les malfrats en train de descendre. Et en fait, le mec s'est paumé ou alors il s'est blessé, donc il a mis un peu plus de temps à courir. Enfin, des détails, mais ça a son importance pour éviter que nous, on sorte du film. Et là, malheureusement, bien, on sort tout le temps du film. Et en plus de ça, quand tu as un scénario qui n'aide pas, ben, très clairement, on se fait chier. Donc, voilà tout ce que je peux dire sans spoiler. En gros, c'est un film, si vous aimez les films d'action, il y a mieux à côté, mais en cette fin d'année, en attendant Star Wars mercredi, vous pouvez le regarder. C'est un film Netflix potable dans le sens où, voilà, ça vole pas haut, mais il y a de l'action. La scène du bateau à la fin avec les aimants, c'est assez sympathique, mais j'en dirai pas plus, bien entendu. Mais par contre, vous attendez pas un scénario très développé, c'est extrêmement prévisible. Et comme j'ai dit, le fait est que ça soit un Américain qui sauve tout le monde, ça fait un peu chier quand même, on va pas se le cacher. Et il y a un côté très Batman dans l'histoire. Voilà, donc c'est un film que je conseille vraiment pour ceux qui sont amateurs plutôt du style Michael Bay. À ce moment-là, ils passeront un bon moment. Par contre, contre les autres, fuyez, pauvres fous, c'est assez catastrophique. Bon, il est temps de s'attaquer au spoiler. Quand je dis spoiler, je ne vais pas non plus tergiverser pendant 2 heures. J'ai déjà dit l'essentiel de ce que je reprochais au film, mais je voulais quand même parler des acteurs qu'on va retrouver, parce qu'on a un casting 5 étoiles. On a Ryan Reynolds qui incarne 1. Alors pourquoi je dis 1? Parce qu'en fait, il faut savoir que son équipe, parce que Ryan Reynolds, donc son personnage va constituer une équipe pour affronter un dictateur qui profite de son statut pour on va dire, tuer sa population à coups de bombardement, de gaz, et quand, par exemple, des ONG viennent les aider et tout, mais ils n'hésitent pas à bombarder les petits hôpitaux de fortune. On sent que les scénaristes essayent de faire passer un message, essayent de nous montrer une certaine réalité qui existe, et qu'en gros, les Américains seront nos sauveurs. En gros, c'est un peu le merdier. C'est du déjà vu, ils prennent souvent la grosse tête. Bon, après, c'est Michael Bay, donc il aime bien utiliser l'armée américaine, et donc il les met en valeur. Donc forcément, ça va être les Américains qui vont gagner quelque part. C'était logique, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant. Et en fait, numéro 1 va constituer une équipe, et en fait ils se nomment que par des chiffres. En gros, ils doivent oublier leur identité, leur passé, leur futur, leur présent, tout ceci c'est terminé. En gros, ils ont qu'une mission, c'est la mission qu'ils auront choisie, en gros, donc ce dictateur. Et s'ils meurent, eh bien, ils mourront dans l'anonymat. S'ils réussissent, ça sera dans l'anonymat, ils seront jamais reconnus. Leur famille, ils ne pourront plus les contacter. Enfin voilà, c'est fini. Ils doivent devenir des fantômes. C'est pour ça qu'ils simulent un suicide ou une mort suite à un accident pour disparaître à tout jamais. On va nous faire comprendre que ce milliardaire, il est très intelligent, puisqu'en gros, il a fait sa fortune avec des puces électroniques qu'on utilise dans les portables, entre autres. Donc il s'est fait, voilà, il connaît le hack, il sait hacker les choses, donc il peut récupérer son argent. Donc il reste un milliardaire, et il a confectionné son équipe. C'est Bruce Wayne, mais en version plus mauvais, quelque part, parce que lui, il va tuer, un petit peu comme dans les débuts de Batman dans les comics. Et il va monter sa Justice League avec des gens totalement normaux, mais qui ont des compétences.
par exemple, il y a un médecin, il y a un super pilote, t'as celui qui tue facilement, t'avais un malfrat, enfin, ils ont des compétences un peu, voilà, et on a le Bruce Wayne, donc le milliardaire, et donc voilà, donc numéro 1 est incarné par Ryan Reynolds, et c'est un très bon personnage, je trouve. J'aime bien son côté un peu excentrique, même si j'aurais aimé le voir un peu plus jouer avec ses ordinateurs, etc. Ça arrive un petit peu plus à la fin, où il va utiliser quelques technologies très développées, mais on sent que c'est quand même quelqu'un de très intelligent, et qui a un objectif, et qui veut le réaliser, même si je trouve que ça fait un peu chier d'avoir un milliardaire qui au début on a rien à foutre des gens, et en fait un jour il va faire une rencontre avec les ONG qui justement ils sont en train de construire des hôpitaux de fortune là où il y a le dictateur. Il va sur place pour se faire prendre en photo, pour se faire mousser, pour dire regardez j'aide les gens alors que je suis riche, mais regardez je vais faire un gros chèque. Il porte des bidons, il se fait prendre en photo pour faire genre qu'il aide les gens alors qu'en fait il est là juste pour se faire mousser. Derrière il va vivre un événement tragique où l'hôpital de fortune va se faire bombarder, et il va voir des gens mourir à cause du gaz, et là il va prendre conscience que les grandes puissances mondiales, que ce soit les États-Unis, la France, tout ça, on n'a rien à faire de ce qui arrive, ils bougeront pas leurs petits doigts, donc c'est à des gens comme lui de faire les choses en fait. C'est un peu gros, mais on va dire pourquoi pas, on va dire que ça fonctionne plus ou moins bien. Tous les personnages qu'on va suivre vont avoir un chiffre, ils vont avoir leur propre personnalité, et tu te dis que ça aurait été intéressant d'avoir ce qu'ils nous ont proposé au début du film, des gens qui ne sont que des chiffres, des gens qui n'ont pas spécialement d'émotion, des gens qui sont là pour une mission, qui connaissent pas le nom de... parce qu'en fait, ils connaissent pas le nom de leur coéquipier, ni leur vie, ils connaissent pas ce qu'ils ont vécu, ce genre de choses. Et ça, c'est très intéressant. Et j'aurais aimé ça, avoir ça du début jusqu'à la fin. Mais malheureusement, il croise la route du numéro 7 qui est incarné par Corey Hawkins, puisqu'en fait ils ont perdu numéro 6 dans un accident assez comique qui était incarné par Dave Franco pendant quelques minutes, qui était le super pilote qui meurt, mais ah, ça fait tellement plaisir de le voir mourir comme une merde encore une fois. Oh, excusez-moi, enfin le personnage de Six meurt en se faisant éclater dans un camion, dans un monte charge, je crois, il se prend les trucs, c'est dégueulasse. C'est assez sanguinolent en fait le film, je l'avais pas dit, mais c'est vrai qu'il y a un peu de sang, il y a des têtes qui explosent et tout, mais ça reste soft, je trouve. Je pense qu'ils auraient pu aller plus loin, mais ils n'ont pas voulu non plus rendre le film Peggy 18 ou un truc comme ça. Et donc numéro 7 qui va le remplacer, c'est un ancien militaire qui a perdu sa famille quelque part, enfin quand je dis sa famille, donc ses anciens coéquipiers suite à une attaque terroriste, il s'en veut et tout. Et quand il va se faire embaucher, il va décider de faire en sorte que toute son équipe, enfin sa nouvelle équipe, va se réunir et de devenir une vraie famille en fait. Et là j'étais là, je fais non, tu te fous de ma gueule? T'es sérieux? Cet enculé va faire en sorte que les gens s'appellent par leur prénom, s'attachent, deviennent potes, boivent un coup. Mais non, j'aimais bien le côté froid où en gros à tout moment ils peuvent mourir, et puis en gros t'as le mec qui meurt à côté de lui, puis le mec il continue sa mission et il en a rien à foutre. J'aurais trouvé ça extrêmement intéressant et beaucoup plus poignant quelque part, parce que justement quand ils réussissent leur mission, eh bien, on aurait vu l'impact que ça aurait eu sur eux, le fait est qu'ils soient sans émotion, qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils en ont rien à foutre de leur coéquipier qui pourrait les laisser crever. Ça aurait été intéressant, ben non, là il fallait faire de la morale, des émotions, et je trouve ça dommage, je trouve que ça plombe le film. Enfin bon, donc voilà, il y a ces acteurs, on a Mélanie Laurent qui incarne deux, une femme sublime, physiquement elle est juste, moi je la trouve assez sexy, et en plus de ça son personnage est extrêmement bien écrit, froid, sarcastique comme je les aime, et jusqu'à la fin elle va rester comme ça, même si elle va avoir des émotions avec un mec, elle va tomber amoureuse quelque part. Mais elle, c'est bien amené, vous voyez, c'est assez intéressant, même si on voit pas les relations arriver, je trouve ça intéressant comment c'est fait, parce qu'elle reste froide jusqu'à la fin, et puis à un moment, elle s'ouvre, et je trouve ça plutôt cool que le fait est qu'il y a un mec qui arrive en mode « Ouais, c'est bon, on va tous devenir copains, allez, on va boire un coup !» Non, ça c'est chiant, j'ai pas kiffé. On a Manuel Garcia Ruffo qui incarne 3, on a Ben Hardy qui incarne 4, on a Adria Arjona qui incarne 5, bref, ils ont tous leurs compétences. 4, c'est l'équilibriste, en fait c'est un Yamakasi. 3, c'était un ancien tueur à gages. 2, j'ai du mal à comprendre ce qu'elle faisait en fait, elle, bon, je me rappelle plus. Et 5, c'était un médecin.
Enfin voilà, ils ont tous leur rôle, tous leurs compétences, et ils doivent donc lutter ensemble pour aller battre le dictateur petit à petit. Donc au début ils vont tuer enfin, les généraux, puis après ils vont essayer de kidnapper le frère du dictateur pour après faire en sorte que ça soit lui qui prenne sa place, parce que lui c'est le gentil. Ouais, c'est un scénario à la con, on va pas se le cacher, on a déjà vu ça. Après, je comprends qu'ils veulent faire passer un message, des revendications, certainement plein de choses, et montrer que les États-Unis sont les meilleurs, mais quand même, c'est un peu gros, je trouve. Mais bon, le film a des scènes d'action assez sympathiques, il y a du sang, il y a des têtes qui explosent, il y a des corps qui se font empaler de manière assez dégueulasse. Mais ce qui me dérange, c'est le côté humour. C'est qu'en fait, le personnage de 3 est supposé être un comic relief. C'est lui qui fait le plus de blagues. Il y a un moment, il va, sans le faire exprès, inhaler du gaz hilarant. Il va se mettre à rire, à faire n'importe quoi. Alors, la scène est assez drôle, mais tu sens que c'est forcé, qu'ils veulent faire rire et on rit pas en fait. Il y a à boire et à manger. C'est un film qui aurait pu être un chef-d'œuvre, comme ça aurait pu être une grosse merde, mais il se contente du minimum syndical. En gros, on a 150 millions de dollars de budget, donc on va faire tout péter parce que c'est Michael Bay. Mais globalement, on se fait quand même un peu chier. Le scénario est pas intéressant. Le fait est qu'il y a un mec qui déboule pour dire hey, on devient tous amis, alors qu'au début ils sont tous froids, en mode sans émotion, qui était bien plus intéressant. Je suis assez déçu quand même, je m'attendais à largement mieux quand tu vois les deux scénaristes, 150 millions de dollars quand même, ce casting 5 étoiles, Michael Bay. Et bien ma note sera une note de 2 étoiles sur 5, je peux pas lui donner plus parce que je suis très clairement déçu. Mais bon voilà, c'est un petit film Netflix, voilà, on va dire que ça fait passer le temps en attendant le Star Wars et d'enfin voir si bel et bien la saga se termine d'une mauvaise manière ou si au contraire on arrive à sortir un 9e opus un peu plus intéressant. Et bien voilà qui conclut cette critique, je ne vais pas en dire beaucoup plus, je vous dis à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos. Ciao ciao.